Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi de très fortes chances que Luffy arrive à sauver Kuma et Bonnie. Parce que quand on voit la construction des chapitres du flashback de Kuma, Nika est quasiment présent dans tous les chapitres. Donc déjà, tout ça, on voit que Nika a une place hyper importante dans la vie entière de Kuma et de Bonnie. Et le parallèle, c'est que toute leur vie, même quand il était enfant, Kuma, toute sa vie, il a rêvé. Il a toujours été esclave et il l'est encore aujourd'hui. Il a toujours rêvé de pouvoir être libéré par Nika. Oda, là on compte sur toi. Oda, on compte sur toi. Sauve-nous, sauve-nous Kuma, s'il te plaît. Tu as sauvé tellement de personnes dans le manga. Kuma, je pense que c'est une des personnes qui mérite le plus d'être sauvée. Donc c'est parti les gars, bienvenue pour faire l'analyse, je dirais même plutôt la prévision de ce qui va se passer dans le chapitre 1102, voire 1103, voire beaucoup plus. Donc déjà, nous, par rapport à ce qu'on avait déjà dit, moi j'envisageais énormément le fait qu'on puisse encore rester dans le flashback de Kuma. Et c'est toujours mon avis actuel. Par contre, il y a une possibilité que le flashback de Kuma s'arrête là. Bon, ce serait un peu bizarre, vous me direz, mais en fait, il y a la prise de parole du narrateur. Et là, il y a deux possibilités pour moi qui expliqueraient pourquoi le narrateur a parlé. Première possibilité, je pense que c'est la plus logique, c'est la plus normale, c'est qu'en fait, le narrateur intervient pour mettre fin au flashback de Bonnie. C'est-à-dire que là, il met un sorte de marqueur pour dire voilà, là on a toutes les informations concernant Bonnie et on n'épiloguera pas plus sur Bonnie. Deuxième intervention, celle qui est la moins probable mais qui peut exister, c'est que le flashback s'arrête net maintenant. Et ça m'étonnerait pas dans un sens. Pourquoi ? Parce que effectivement on n'aurait pas eu toutes les informations nécessaires que Oda a commencé à nous teaser, mais on sait très bien qu'Oda adore faire ça. Juste on parle de God Valley, vous avez très bien vu comment ça se passe, tu vois. On n'a pas toutes les informations, effectivement. Pareil pour les autres flashbacks. Donc il y a un monde où euh, on aura les informations, mais que plus tard. C'est-à-dire que là, on a une première partie de flashback, on a Saturne, machin chose et tout, et vers la fin de l'arc où Kuma revient avec Bonnie, avec Vegapunk et tout, tu vois, le fait que tout le monde se retrouve, peut-être il y aura la fin du flashback en mode ce sera les révélations finales de l'arc, etc. Vous avez capté ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est les deux possibilités. Je vous ai dit celle que je privilégiais pour l'instant, mais il y a un monde où on retourne au présent dès le prochain chapitre. Mais, je vous mets la petite musique. Mais c'est pas tout. Ensuite, on va parler de ce qui va pouvoir se passer dans le flashback. Vu qu'on est dans le flashback, on va parler du flashback et après Egghead, on touchera deux mots, mais on en a déjà un petit peu parlé. Donc dans le flashback, là, il nous reste quoi comme information qui pourrait être sincère ? Donc on a les ressentis de Bonnie. Mais comme on l'a vu juste avant, ces ressentis, par rapport à comment le narrateur a introduit la fin du chapitre, il y a moyen qu'on ne parle plus de Bonnie pendant un certain moment. Mais il y a quand même les ressentis de Bonnie par rapport à quand elle prend la mer. On pourrait avoir son voyage, mais je pense que c'est pas ultimement nécessaire pour la cohérence et la narration du manga actuellement. Peut-être on l'aura dans le futur ou dans un spin-off, tu vois, c'est possible. Mais elle n'est pas ultimement nécessaire pour l'avancée du manga, l'avancée de l'arc, etc. Donc ça, c'est un moyen qu'on ne l'ait pas du tout. Par contre, l'arrivée de Bonnie à Shabondi, peut-être sa rencontre avec un des pacifistas, hein. C'est vrai qu'on l'a vu qu'elle n'avait pas croisé de pacifista, mais elle a quand même entendu parler, ça on l'a vu très clairement, qu'elle a entendu parler de la venue d'un Shichibukai, et aussi qu'elle a sûrement entendu, je veux dire, c'est difficile de passer à côté de l'information comme quoi Kizaru est sur l'île et comme quoi un Tenryubito a été attaqué. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit partie rapidement à droite à gauche, histoire de chercher justement son père, ou même les pacifistes en question, ou même plein de choses, tu vois. Je pense que, même Sentomaru, je pense que si Sentomaru croise Bonnie, elle va être un peu contente de la voir, tu vois. Je pense qu'ils ont quand même une amitié entre guillemets, tu vois. Surtout Sentomaru, elle a des bonnes valeurs. C'est pas comme Kizaru. Kizaru, il a des valeurs trop obéissantes envers le gouvernement mondial et envers la marine. Alors que Sentomaru, elle a vraiment des valeurs familiales, des valeurs de loyauté envers les personnes qu'elle aime, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle aide, entre guillemets, Bonnie. Ça, c'est première chose. Deuxième chose,
Sentomaru a croisé Kuma, donc franchement, toutes les informations ont pu transiter facilement si Bonnie a croisé au moins Sentomaru. Donc voilà, en plus, elle aurait pu croiser Kizaru, et Kizaru, il l'aurait pas arrêté. Ah, c'est peut-être Kizaru, il l'aurait arrêté, parce que lui c'est un gars qui obéit de ouf au gouvernement mondial, donc il sait très bien ce qu'il en découle, pardon, et il l'aurait sûrement arrêté. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À Shabonji, on aurait pu, donc dans les prochains chapitres, il y a une potentielle chance où on voit Kuma et par exemple Bonnie passer, comme l'a dit le Moncorvo, passer dans le même endroit à des moments différents, à des temporalités différentes. Du coup, ils se sont pas croisés, mais ils se sont croisés à une seconde près, ils auraient pu se voir, et au final, ils se sont pas vus. Et ou peut-être que Bonnie, elle a passé, comment ça s'appelle, elle est passée à côté elle a dû s'enfuir à côté en croyant que c'était un pacifista, et en fait c'était pas un pacifista, c'était son père. C'est possible aussi, même si ça m'a pas ma conviction. Moi je pense, sincèrement, j'ai une impression, j'en suis absolument pas sûr, mais j'ai une impression que Bonnie va revoir son père et qu'elle va pouvoir lui dire au revoir d'une certaine manière. Après, c'est pas sûr, tu vois, il y a plein de théories possibles, mais le fait qu'ils soient aussi proches tous les deux, ça peut que me faire penser à une potentielle arrivée de Bonnie. Et j'adorerais d'ailleurs qu'ils se rencontrent et tout, et puis ça ferait un final magnifique pour le flashback de Kuma. Une rencontre avec Bonnie en début de chapitre, et en fin de chapitre, l'annihilation de la conscience de Kuma, donc on perdrait sa conscience, ce serait dommage. Donc voilà, ça c'est pour le côté Shabonji. Avant ces événements-là, je pense sincèrement, ou peut-être après, je sais pas, ou peut-être pendant, il y aura aussi la bulle de souvenir qui va être mise en place par Kuma. Ça c'est un événement qui est obligatoire dans la trame de l'histoire, parce que si l'auteur l'a placé après, nous on veut des explications, il l'a placé pour placer un mystère, et nous on veut des explications, et ça doit être les mystères de l'arc. On a compris que c'était les mystères de l'arc, donc on va sûrement avoir une explication, pourquoi la bulle de souvenir s'est pas détruite, interrogation, pourquoi la bulle de souvenir a été conservée, pour qui elle a été conservée, interrogation, pourquoi elle ne se détruit, ouais, moi je crois que j'ai déjà dit, mais pourquoi avoir fait une bulle de souvenir, tu vois, il y a plein d'interrogations, pourquoi avoir fait tout ça, donc comme les trois arguments que je viens de vous donner, déjà je pense que ça suffit. Pourquoi elle a été créée, pourquoi elle ne s'est pas détruite, et à quoi elle va servir dans l'intrigue de l'arc. Donc voilà, ça c'est je pense les arguments les plus plausibles qui vont être répondus dans les prochains chapitres. Donc ensuite, on va peut-être pas avoir plus d'informations par rapport à Bonnie. C'est pour ça qu'il nous a laissé une grosse pépite en fin de chapitre. Il nous a mis le pouvoir de Bonnie qui est complètement cheaté et qu'on a l'impression qu'il a zéro limite. Donc ça, c'est ouf. Donc ça, c'est la première chose. Et après, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il pourrait y avoir des informations par rapport à Vegapunk et Saturn. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, on a parlé de Bonnie, on a parlé de Kuma. Maintenant, je pense que les derniers liens qu'on voudrait avoir, c'est des informations à Vegapunk qui ne sont pas du tout en lien avec Kuma. C'est-à-dire que peut-être que dans le chapitre, en mode foreshadowing, Oda pourrait placer certaines informations, comme il l'a fait par rapport à Stussy, etc. Là, c'était le contraire, il l'avait placé en début d'arc, mais là, il a répondu à une certaine question par rapport aux inquiétudes de Stussy, par rapport à son vrai être, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Ensuite, Saturne, je pense qu'on pourrait avoir, donc, comme ils ont dit le Moncorvo, les réactions de Saturne par rapport à la fuite de Bonnie, par rapport à la perte de contrôle sur Kuma, etc. Je pense que c'est possible, mais je pense qu'on aura sûrement les discussions qu'on a déjà eues par Escargophone, on va les avoir, mais de l'autre côté, du côté de Saturne. On verra comment Saturne gère un petit peu on va dire les histoires, ce qui se passe à Egghead. D'ailleurs, tout va dépendre. Si dans le flashback, on a énormément d'informations sur Saturne, ça voudra peut-être dire que Saturne pourrait tomber. C'est-à-dire qu'il pourrait tomber. Pour l'instant, je n'y crois pas du tout parce que Saturne introduit trop tôt, il pourrait pas mourir trop tôt. La mécanique de son introduction ressemble étroitement à un empereur. Et quand on met un empereur en phase, on le met... Oda, il a une manière de construire ses personnages, surtout ses gros personnages, ses personnages les plus importants, d'une manière.
C'est-à-dire que premièrement, il va mettre l'accent sur l'invincibilité du personnage. Ce qu'il a fait pour Saturn, ce qu'il a fait pour Big Mom, ce qu'il a fait pour Kaido. Il va mettre l'accent sur son invincibilité, le côté fou, tu vois, le côté complètement fou. Quand on voit Kaido, on dit ouais, lui, il est complètement cinglé, il saute du Nil juste pour tester s'il va mourir ou pas, et il meurt pas. Et il a aussi ce côté alcoolique où il boit tout le temps, où il est complètement fou et tout. Et ça a été fait pour Big Mom aussi, où Big Mom, elle perdait les pédales, prenait l'âme de ses enfants, était surpuissante, personne n'arrivait à l'arrêter. Elle était beaucoup trop forte, vraiment invincible, tu vois. Elle pouvait tout faire, elle était invincible. À part tomber dans l'eau, ça pourrait aider pour calmer ces moments de folie. Donc ça fait partie des trucs qui pourraient se passer. Ensuite, quand on voit ces deux constructions, on peut la comparer à Saturne. Saturne, quand il arrive mécanique nouvelle. C'est-à-dire qu'il arrive d'un saut de téléportation, d'un saut d'invocation des démons. Et ce type de saut, par exemple, comment il s'appelle? Ryo Sensei, il n'est pas de cet avis-là. Pour lui, c'est clairement pas un démon, c'est plus je dirais un homme surpuissant, je sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est plus un homme surpuissant qui a mangé un fruit du démon, évidemment. Donc, il a comparé par exemple les écharpes qui sont identiques à celles de Lucci. Il y a vraiment un monde, clairement, où c'est un fruit du démon. Il y a énormément de chances, même il y a beaucoup plus de chances que ce soit un fruit du démon que le contraire. Mais à cause de la mécanique des démons, l'invocation des démons, il se peut que le Gorosei soit en fait les démons investigateurs qui ont créé les fruits du démon et qui ont contrôlé le monde, donc les méchants absolus. Ça, c'est clairement possible. En plus de ça, quand on voit leur manière de traiter les autres personnes, les humains, par exemple, ils les traitent comme des déchets, comme des personnes, comme s'ils n'étaient pas de la même race, ce qui est vrai au final, parce que c'est des dragons célestes, mais qui pourraient aussi être des démons, tout simplement. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'il y a une possibilité. C'est pas la plus probable, mais il y a une possibilité pour que le Gorosei soit vraiment des démons. Ensuite, il disait que si Lucci il a une écharpe noire et que Saturne a une écharpe noire, c'est des similitudes qui fait que ça pourrait être clairement venu des fruits du démon. Mais bon, si on appelle ça un fruit du démon, c'est parce que justement, ça doit être des fruits qui sont inspirés de démons. Tu vois ce que je veux dire? Il doit y avoir un lien avec les démons, sinon on ne les appellerait pas comme ça. Du coup, ça se peut que ce soit des démons et qu'en fait, l'écharpe, elle est plus inspirée des vrais démons qui sont potentiellement le Gorosei, mais qui pourraient aussi être des fruits du démon, tout simplement. Donc, ça peut être les deux, mais il y a une préférence scénaristique pour le fait que ce soit un démon. En tout cas, pour moi, il y a forcément une personne, c'est un vrai démon, et qui n'a pas ce fruit du démon, mais qui a les pouvoirs d'un fruit du démon, et qui est à la source même des fruits du démon. Pour moi, c'est obligatoire. Ensuite, pour Saturne, est-ce que c'est un démon ou pas? Il y a moyen que ce soit pas des démons, mais que ce soit plus des personnes du gouvernement mondial à qui on donne des fruits du démon très spécifiques et qu'ils ont eux-mêmes hérité de la volonté démoniaque de leurs ancêtres. Ça, c'est très probable. Ou par exemple, quand un démon meurt, peut-être qu'un démon était mort à l'époque de Nika. Nika était potentiellement un dieu, donc peut-être que les démons, par exemple le Gyuki qu'on a vu, le Oshiuni de Saturne, était peut-être réellement existant, et que c'est un Zoan mythologique d'une personne existante de l'époque qui était le Oshiuni. Et du coup, les Oshiuni auraient peut-être pu se réincarner en fruit de la même manière que Nika s'est réincarné en fruit, et auraient été donnés à Saturne. Donc voilà, donc il y aurait eu les mêmes combats, on va dire, à la fin du siècle oublié et potentiellement à la fin du manga. Donc voilà, je vous ai tout dit sur Saturne, il pourrait se passer énormément de choses, mais peut-être si on a des informations en plus sur Saturne, vous pouvez commencer à penser que Saturne va tomber. Parce que si on commence à trop donner d'informations, qu'on brise tous les secrets sur Saturne, ce sera pas pour rien. Scénaristiquement, ce sera pas pour rien. Et je redoute ça, j'espère pas, parce que j'aimerais que Saturne ne tombe pas tout de suite pour montrer la puissance colossale du Gorosei, pour montrer que l'ennemi final du manga, ce sera pas juste un petit gars, enfin un petit barbe noire, même si c'est quand même un gars colossal, même s'il est sous-estimé, c'est quand même le Xebec de cette époque, et potentiellement le Gorosei qui sera aux côtés de Barbe Noire, donc fruit du ténèbre, maître des démons, tout ça, vous comprenez ce qui peut en découler. Donc voilà. Ensuite, les tout derniers trucs qu'on pourrait dire par rapport aux potentielles choses qui pourraient arriver dans le prochain chapitre. On a aussi tout ce qui est armée révolutionnaire et dragon, mais je pense que là, on est vraiment au bout
de ce de ce qui a été dit dans les scans. Donc je pense pas que Dragon va réapparaître. Mais d'ailleurs, il y a Rio qui a dit une très bonne chose, c'est que depuis le chapitre à God Valley, si je me trompe pas, Dragon est apparu dans chacun des chapitres après ce chapitre-là, justement. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. C'est peut-être... En plus, il a dit, on n'a jamais autant vu Dragon du manga, et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a moyen que Dragon apparaisse très prochainement, ce qui est pas du tout impossible. On va expliquer pourquoi après. Donc voilà, pour les flashbacks, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, on va parler du présent. Et on terminera là. Au niveau du présent, il y a énormément de choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que Dragon puisse venir. Déjà, on peut imaginer facilement que Kuma est en route. On peut imaginer beaucoup de choses, beaucoup de révélations par rapport, comme je vous ai dit, à la bulle de souvenir. Des révélations par rapport à Bonnie, au passé de Vegapunk en lien avec... mais pas des flashbacks entiers, vraiment des petites instants de mémoire, tu sais, vous savez, les petites cases où il y a un mini flashback, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai pas d'autre nom. Donc un mini flashback où on aurait des informations qu'on n'aurait pas eu dans le flashback parce que c'était réservé pour ces moments-là précis dans le manga. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, il y a le potentiel donc arrivé de Kuma qui pourrait être l'élément déclencheur de Bonnie, etc., d'éléments déclencheurs de fin d'arc. Par exemple, quand on a un arc centré sur Momonosuke et tout, à la fin de l'arc, Momonosuke, Shogun, etc., etc., donc il y aura peut-être le fruit de Bonnet qui va peut-être être un peu plus poussée. Elle va peut-être commencer à avoir des prémices d'éveil. Elle a peut-être 10 ans, mais elle les fait pas. Hein. Vu le pouvoir de son fruit, je pense que là, elle peut aller jusqu'à éveiller son fruit facilement. Hein. Enfin, je dirais pas facilement non plus, mais je pense qu'au vu du traumatisme qu'elle a vécu, ce serait carrément pas impossible. Donc ça fait partie des choses qu'on pourrait imaginer. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi de très fortes chances que Luffy arrive à sauver Kuma et Bonnie, parce que quand on voit la construction des chapitres du flashback de Kuma, Nika est quasiment présent dans tous les chapitres. À chaque fois que Bonnie parle avec son père, etc., il y a énormément d'informations avec Nika. Nika a réussi malgré lui, c'est-à-dire que même là, à cette époque-là, il n'existait plus, ou il n'existait pas encore, et à ce moment-là, il influençait encore des gens. Il a influencé Kuma, Bonnie, mais aussi Vegapunk, Sentomaru, même comment il s'appelle, Kizaru aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées par Nika. Et Bonnie, on l'a vu dans la dernière page du chapitre, elle a réussi à tabasser Alpha, donc l'agent du gouvernement mondial, avec le point de Nika. Donc déjà, tout ça, on voit que Nika a une place hyper importante dans la vie entière de Kuma et de Bonnie. Et le parallèle, c'est que toute leur vie, même quand il était enfant, Kuma, toute sa vie, il a rêvé, il a toujours été esclave et il l'est encore aujourd'hui. Il a toujours rêvé de pouvoir être libéré par Nika. Je pense que c'est ça, l'inspiration que Nika provoque à Kuma, c'est le fait de prier pour qu'il puisse arriver et pouvoir le libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui peut lui arriver. On a des petits bugs. Mais en gros, voilà, c'est ça. Juste pour terminer, moi personnellement, j'ai vraiment une intime conviction. Je me dis qu'il y a vraiment de fortes chances que Kuma puisse arriver pour essayer de défendre sa fille, pour essayer peut-être de récupérer sa boucle de souvenirs. Mais en tout cas, il a une mission très précise. Donc, c'est une mission qui a été intégrée dans son cerveau, peut-être de la même manière que Vegapunk a introduit la défense du bateau des Mugiwara. Donc, peut-être qu'il va arriver avec cet ordre-là, et cet ordre, on ne sait pas c'est quoi. Peut-être que cet ordre, c'est emmener Bonnie le plus loin possible, tu vois. Peut-être qu'il s'est dit que si Bonnie était réappréhendée, il ferait tout pour la libérer, même en mode esclave, en mode sans conscience, tu vois. C'est peut-être l'une des choses qu'il pourrait jamais faire. Et faire en sorte
qui puisse jamais... Parce que Vegapunk l'a dit, imagine, on te demande de faire du mal même à un enfant. Sans conscience, tu vas exécuter juste l'ordre. Et lui, peut-être qu'il lui a dit de jamais faire du mal à Bonnie. Donc on pourrait voir Kuma pas vivant, mais protéger Bonnie. Et après, peut-être récupérer sa boule de souvenir, redevenir intègre psychologiquement. Et peut-être que Bonnie pourrait lui rendre, j'ai envie de dire, l'âge de sa matière inanimée, parce que potentiellement, elle peut rendre définitivement le changement temporel des êtres non vivants, comme elle le fait sur les vivants, mais là, de manière définitive pour les non vivants. Donc tout ce qui n'est pas vivant, comme les bras, etc., le pied, la tête de Kuma, elle pourrait lui redonner leur intégrité physique parfaite. Donc j'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Ce serait le happy end assez cool. Et puis moi, de toute façon, je suis pas fan des morts, tu vois, surtout les morts inutiles. Je trouve ça nul. Là, elle serait utile peut-être pour le développement de Bonnie, mais en vrai, Oda, là on compte sur toi. Oda, on compte sur toi. Sauve-nous Kuma, s'il te plaît. Tu as sauvé tellement de personnes dans le manga. Kuma, je pense que c'est une des personnes qui mérite le plus d'être sauvée. Et comme je vous ai dit, il y a aussi le parallèle avec le Christ. Parce que Kuma porte une Bible, Kuma prend la douleur du monde entier sur les épaules, est esclave, et il le rend pas, c'est-à-dire qu'il va pas faire en sorte de détruire les gens, il va pas faire en sorte de tuer des gens gratuitement et tout, malgré ce qu'il a vécu. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère du Christ, tu vois. Et du coup, je pense sincèrement qu'il y aura un dernier parallèle avec le Christ, ce sera sa résurrection, je l'espère pour Kuma, et ça ferait quelque chose de très très joli pour le manga. Et franchement, il y a plein de choses. En plus des parallèles avec le Christ, il y en a tellement par rapport à Kuma, j'arrive pas à tout vous dire, mais je pense sincèrement que ça pourrait se passer comme ça. Donc voilà, 1h40 de live, je pense qu'on va s'arrêter là. On en a énormément parlé, je pensais pas parler autant du dernier chapitre, alors qu'on a fait que ça pendant une semaine. On a fait que ça tous les jours à Live One Piece et on en a parlé et on arrive quand même à tirer des informations du chapitre encore une fois. Donc voilà. Je pense qu'on a parlé, on a émis toutes les hypothèses possibles. Il y en a sûrement d'autres. Peut-être que je les aborderai la semaine prochaine quand le chapitre sortira. Mais voilà, on a discuté, on a parlé ensemble de tout ça. Je suis assez content et assez fier de vous avoir donné tout ce contenu. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les gars. Ça donne énormément de force. J'en ai besoin pour vous faire des théories de qualité. Je suis en train de voir. Donc là, vas-y, petit disclaimer. Je suis en train de voir. Petit teaser plutôt. Je suis en train de voir pour faire de nouvelles choses sur la chaîne, de vous proposer du contenu plus qualitatif visuellement. Hein. Je pense que là, au niveau de la qualité d'analyse, j'essaye toujours, de toute façon, dans tous les cas, j'essaierai toujours d'améliorer la qualité d'analyse, mais je pourrais pas changer sans étudier des dizaines d'heures les chapitres, etc. Mais par contre, en termes de qualité visuelle, en termes de qualité de montage, peut-être que j'essaierai de faire quelque chose très prochainement. Donc restez à l'affût. N'hésitez pas à donner de la force, commentez, donnez-moi votre avis sur les théories. Dites-moi là où vous êtes d'accord et là où vous êtes moins d'accord. Et on essaie de voir, de discuter ensemble de tout ça. Donc voilà. Vive One Piece les gars, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.